Mesdames, Messieurs, chers Office Managers, amis du club Office Manager de l'ARSEG, bonjour, bienvenue, merci d'être présents cet après-midi pour ce nouveau numéro du magazine Oh My Webinar proposé par le club Office Manager de l'ARSEG. Je suis Lionel Cotin, je serai votre hôte pendant l'heure qui vient. N'hésitez pas à nous passer le bonjour sur l'espace de discussion de la plateforme. N'hésitez pas non plus à réagir, à partager vos expériences et à poser vos questions sur cet espace de discussion tout au long de notre session. Vous aurez également l'occasion de voter aujourd'hui. Voilà, même si je sais que ça n'a pas beaucoup de succès en ce moment, mais pour nous, en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus simple. Il s'agira simplement de regarder la rubrique sondage et de voter lorsque les questions apparaîtront. En fait, il y aura un petit point rouge qui vous signalera qu'une nouvelle question vous est posée. Voilà, notre session Oh My Webinar, c'est parti. Au programme, aujourd'hui, beaucoup de sujets. Avec tout d'abord la rubrique Oh My News, au cours de laquelle je recevrai Héloïse Hérault, avocate associée au cabinet Ezeis. Nous passerons en revue ensemble tout un tas de points juridiques liés au travail à distance. C'est d'actualité. Puis dans la rubrique Oh My Job, nous parlerons de la mise à jour du document unique. Avec le développement du télétravail et des risques pandémiques, doit-on mettre à jour son document unique? Si oui, comment le faire? On verra ça avec Héloïse Hérault et nos animateurs du club Office Manager de l'ARSEG, Muriel et Olivier. Enfin, dans la rubrique Oh My Tips, nous verrons avec Olivier quels critères prendre en compte pour choisir entre tous les espaces de coworking proposés sur le marché, si bien sûr on est amené à devoir faire ce choix, et aussi les pièges à éviter. Allez, c'est parti. Merci à Héloïse, Muriel et Olivier de me rejoindre sur scène. Bonjour Muriel, bonjour Héloïse et bonjour Olivier. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Super. Pleine forme? Voilà. C'était bien le match hier. Voilà. Sujet suivant. Alors, merci beaucoup d'être présent et d'avoir accepté notre invitation. Héloïse, je t'ai présenté avocate associée donc, au cabinet Ezeis, avocat. Muriel Franck, Muriel Office Manager chez Mattel, les jouets. Et puis Olivier Schaff, Office et Happiness Manager chez Good, point d'exclamation, qui est un cabinet conseil en transition, transformation des entreprises. Transformation et agilité en entreprise, oui. Très bien. Merci beaucoup donc d'être présent aujourd'hui. On démarre tout de suite ensemble, Héloïse, avec quelques petits points juridiques sur le travail à distance. On a eu pas mal de questions qui nous ont été posées ces derniers temps et on démarre tout de suite ensemble avec une première question. Qu'est-ce qu'on fait en cas de refus d'un collaborateur de revenir au bureau ? Oui, alors la question, elle est très fréquemment posée en ce moment puisque beaucoup de Français se sont habitués à travailler à distance. Alors pour certains, c'était pénible, mais pour d'autres, très agréable. Et donc, l'employeur aujourd'hui est régulièrement confronté à une difficulté du salarié qui lui dit « puisque j'ai pu télétravailler pendant le Covid, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas continuer, donc je ne reviens pas au bureau ». En principe, c'est quand même de la décision de l'employeur de dire au salarié quel est son lieu de travail, mais il va y avoir une difficulté qui repose sur le fait que l'employeur va devoir justifier des raisons pour lesquelles il refuse de maintenir le salarié en télétravail, notamment la complexité des tâches, l'importance du présentiel, le travail d'équipe, et c'est d'autant plus difficile que ça a été permis et imposé d'ailleurs par le gouvernement. Donc, il va falloir refuser, mais refuser en expliquant pourquoi et en essayant, à mon sens, de trouver des solutions puisque le non direct va nécessairement frustrer l'une des deux parties, ce qui n'est jamais bon. J'en profite, vous avez des questions qui vous ont été posées dans la rubrique sondage, notamment sur le fait de savoir si vous disposez d'un accord de télétravail dans votre organisation et aussi ce que vous faites en termes de santé-sécurité auprès des télétravailleurs, quelles actions vous mettez en œuvre. Autre question, Héloïse, justement sur ces accords de télétravail, est-ce qu'il peut interdire à un collaborateur de déménager loin de l'entreprise? Il y a pas mal de DRH qui sont confrontés ou d'office managers qui sont confrontés à cette question. Il y a une étude récente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, qui dit qu'un DRH sur 3
a eu cette question et du coup, certains se disent on va préciser ça dans l'accord de télétravail. Est-ce qu'on peut interdire de déménager à un collaborateur? Alors, non, de toute façon, on ne peut rien interdire, mais non, on ne peut pas vraiment interdire à un collaborateur de déménager, ou à tout du moins, si on pose l'interdiction dans l'accord de télétravail ou la charte en fonction du modèle juridique que vous donnez à ce document, il faut, pareil, justifier des raisons pour lesquelles vous vous opposez à la vie privée du domicile du salarié. Je m'explique, le salarié, jusqu'à preuve du contraire, il est quand même libre de choisir l'emplacement de son domicile, et sauf à ce que vous justifiez que vous avez besoin, le cas échéant, qu'ils doivent revenir en urgence au bureau, raison pour laquelle il ne peut pas dépenser 50 km aux alentours du bureau, il va être délicat et contraignant de lui dire qu'il ne peut pas choisir son domicile puisque c'est une liberté fondamentale à laquelle tient beaucoup la France. Donc, ça va être extrêmement compliqué d'avoir un nom ferme. Une fois encore, et je le dis depuis le début des webinars, la solution est toujours le dialogue. On discute et on voit ce qu'on peut faire pour essayer de trouver une solution qui convienne à chacun. Ouais, c'est ça. Muriel, Olivier, vous avez eu ces questions de la part de vos collaborateurs sur un éventuel déménagement? Alors oui, nous, plus ou moins temporairement, au moins, sur des demandes de partir pour un temps donné, pour quelques semaines ou mois. On a même eu le cas de collaborateurs qui nous demandaient de partir à l'étranger. Donc là, par contre, c'était plus délicat. Mmh. Ok. Et du coup, vous dialoguez, quoi. Enfin, c'est individuel au cas par cas. Au cas par cas, et surtout on explique ce que vient d'expliquer Loïse, les contraintes qui sont liées derrière en termes d'assurance, de plein de choses, de fiscalité aussi quand on part à l'étranger. Et de législation sociale, Muriel, parce que le temps de travail, le droit du travail ne va pas s'appliquer de la même façon et donc c'est très compliqué en réalité en termes de responsabilité pour l'employeur de laisser partir un salarié à l'étranger. C'est voire quasiment impossible, sauf à faire un montage juridique particulier. Et comme le dit Muriel, il faut faire extrêmement attention à l'imposition parce qu'il y a beaucoup d'États, comme la France, qui considèrent qu'à partir du moment où vous y habitez, vous êtes imposable là-bas. Donc, quelle que soit l'origine de vos revenus. Olivier, tu as eu la demande? Non, pas spécialement parce que nos collaborateurs étaient déjà un peu partout en France. Donc en fait, après, il y en a qui se sont installés plus longuement dans leur maison secondaire que leur appartement. Mais on a toujours été très très ouverts là-dessus. Donc il n'y avait pas eu vraiment de sujet, de sujet tendu sur ce point. Ça marche. J'en profite pour saluer Sébastien Ballot, Nathalie Sibois, Philippe Lec, salut Philippe, Nathalie Lepelleux, Annick Noël, bonjour Annick, Fabien Telet, Nicolas Schramm. Je vous rappelle tous, je ne vais pas faire toute la liste, mais que vous avez des sondages, des questions qui vous sont soumises dans la rubrique sondage, donc n'hésitez pas à aller y répondre. Autre question, Héloïse, qui nous a été souvent posée. Si quelqu'un déménage, est-ce que du coup l'entreprise est tenue de prendre en charge ses frais de déplacement s'il déménage un peu loin des bureaux, des locaux de l'entreprise, est-ce que du coup il faut prendre en charge ses frais de déplacement? Alors oui, la loi est très claire sur ce sujet, Lionel, et on pense tous au pass Navigo, mais ça n'est pas seulement la loi. La loi est la suivante, à minima, le billet de train seconde classe, on prend en charge 50% de ce billet. Donc si vous avez un salarié demain qui décide de faire un Paris-Marseille tous les matins et un Paris-Marseille tous les soirs, bon, il est courageux, on va se le dire, vous devez en prendre en charge 50% de son billet de train. Et c'est absolument pas négociable. J'ai eu des contentieux sur le sujet et croyez-moi, on est loin de les gagner. Ah oui, quand même. D'accord. Donc c'est pas neutre, dans ce sujet déménagement. C'est pas neutre et puis ça fait partie justement de la liberté du salarié de choisir le lieu de son domicile. Et régulièrement d'ailleurs, lorsque vous embauchez un salarié, lorsque sa situation géographique n'est pas à côté de l'entreprise, vous êtes d'autant plus responsable de prendre en charge son billet. La question qui va se poser, c'est est-ce que le salarié peut aller déménager en cours de contrat? Là, c'est plus délicat quand même, sans vous en informer et vous dire dorénavant, vous prenez mes billets de train. Et là, effectivement, comme c'est en cours de contrat, on va être sur une discussion. Mais si vous embauchez le salarié et qu'il habite déjà à Marseille, la loi ne fait pas un pli, c'est 50% à minima du billet de deuxième classe.
D'accord, au moins c'est net. Annick nous dit qu'elle a quelques soucis pour entendre nos interventions, ça se chevauche, donc en régie, si vous pouvez voir ça éventuellement avec Annick. Autre question, Héloïse, justement, eh bien du coup, est-ce qu'on peut télétravailler dans une résidence secondaire? Oui, on peut télétravailler dans une résidence secondaire. Alors, il faut toujours aller voir la charte ou l'accord de télétravail. Hein. Peut-être qu'il exclut cette possibilité. Normalement, c'est la résidence principale. Hein. La résidence principale du salarié, c'est le lieu de télétravail. Si la charte ou l'accord de télétravail vous l'interdit, dans ce cas-là, une fois encore, on discute, on négocie. Si elle ne l'interdit pas, il faut de toute façon l'autorisation préalable de l'employeur pour des questions, une fois encore, de responsabilité. On doit savoir où est le salarié en train de travailler. Autre question aussi qui est souvent posée, est-ce qu'un collaborateur peut demander une plus grande flexibilité dans ses horaires, arriver plus tard, partir plus tard, arriver plus tôt, etc. On entend que dans beaucoup d'enquêtes, on voit que désormais, c'est ce qui est attendu par beaucoup de collaborateurs, de salariés, une adaptation finalement presque personnalisée du cadre de travail, notamment des horaires de travail. Est-ce que ça, c'est négociable ? Alors, le salarié peut le demander, ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que l'employeur doit y répondre? La réponse, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de l'employeur de modifier et d'accorder une flexibilité des horaires. Ce qui va poser problème principalement, ça va être l'égalité de traitement. Parce que si vous avez un salarié qui commence à vous dire « moi, je suis plutôt du matin, j'aimerais travailler, me connecter à 7 heures et terminer à 15 heures parce que j'ai ce rythme de vie. » Bon. Et que vous dites oui. Après, vous avez le salarié B qui vient vous voir et vous dit « écoutez, moi, je suis plutôt du soir. Donc, clairement, je ne vais pas commencer avant midi et je veux finir vers 23 heures. » Là, il va être difficile de lui dire non puisque vous avez déjà accordé une flexibilité au premier. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un chevauchement des rythmes de travail et chacun va venir ennuyer l'autre sur sa plage horaire de repos. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'accorder ce genre de flexibilité puisque la personne qui est du matin ne va pas vouloir être dérangée le soir. Or, la personne qui est du soir ne va lui écrire que le soir. Et vous allez avoir un problème avec le droit à la déconnexion et le droit à la vie privée. Donc, la flexibilité que va accorder l'employeur va être extrêmement sensible au regard de ce droit à la déconnexion et au regard de l'égalité de traitement. Donc, l'employeur peut dire oui, mais c'est quand même pas recommandé. Ah oui. On entre dans une mécanique. Voilà. Ce qu'on se disait d'ailleurs en préparation, c'est bien pour les petites structures, c'est-à-dire quand on ne dépasse pas un certain nombre de salariés, c'est quoi d'ailleurs le chiffre, dès qu'on dépasse un certain nombre de salariés, ça devient compliqué, non? Oui, dès qu'on est plus de 11, hein, de toute façon, c'est des seuils qui sont imposés par la loi pour les représentants du personnel. Dès qu'on dépasse 11 salariés, on commence, alors bien sûr, c'est une généralité, mais on commence à être sur des systèmes où il faut des process, parce que les process, ils sont faits pour être encadrés et c'est de l'éducation. Hein. On n'est pas sur des enfants, on est sur des salariés, mais il faut quand même une éducation et un cadre pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que personne ne dérange l'autre, parce que c'est aussi la question de la protection de chacun. Eh oui. Alors, autre sujet aussi important avec ce travail à distance, on en a déjà pas mal parlé, Héloïse, mais c'est cette obligation faite aux chefs d'entreprise en matière de santé et de sécurité des collaborateurs, des travailleurs. Alors, des collaborateurs en télétravail aussi, du coup. Comment fait-on ? On a déjà pas mal discuté, mais c'est l'occasion de peut-être préciser certains points. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez le télétravailleur, par exemple, pour réaliser un audit de conformité de son installation électrique, etc. Comment on s'assure aussi de l'ergonomie de son équipement, des bons gestes, des bonnes postures? Comment est-ce qu'on s'assure, en fait, en tant que chef d'entreprise, qu'employeur, qu'on est bien en phase avec la réglementation sur ce sujet de la santé et sécurité des collaborateurs lorsqu'ils sont en télétravail? Alors, effectivement, on a abordé ce point lors d'un des webinars. Ce qui devient complexe, c'est plus vous avez de salariés et moins vous allez pouvoir vous déplacer à titre personnel pour vérifier l'installation des salariés. En plus, on en avait discuté aussi, lorsque vous vous déplacez en tant qu'employeur, on peut se demander quelles sont vos qualifications qui puissent permettre de vérifier la conformité. Et outre ça, la violation de la vie privée, qui est quand même le domicile du salarié. Et je ne suis pas certaine que tous les salariés aient une appétence particulière à voir l'employeur débarquer pour dire « je souhaite vérifier l'ergonomie de ton siège, etc. » Donc, il y a un moyen très simple aujourd'hui qui est quand même coûteux, c'est l'audit de conformité pour avoir un certificat de conformité, notamment sur les installations électriques, qui se fait par des entreprises spécialisées et qui vont au domicile du salarié. Et là, ils ont toutes les connaissances requises pour pouvoir déterminer si oui ou non
le domicile du salarié exclut tout risque d'accident du travail, etc. Après, beaucoup d'employeurs ne veulent pas le faire. On avait échangé aussi sur le fait que le salarié pourrait donner un papier pour dire « je vous confirme que mon domicile est conforme aux règles de sécurité ». Mais une fois encore, le salarié n'a pas les compétences requises et donc il vaut mieux faire appel à ces certificats de conformité pour être tranquille. D'accord. Mais on ne peut pas l'imposer. Il faut on est d'accord que le collaborateur soit d'accord. Alors, il faut qu'il soit d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est notre obligation de sécurité en tant qu'employeur. Donc, si le salarié n'est pas d'accord, la solution, elle va être très simple. C'est tu reviens en présentiel parce que je ne peux pas t'autoriser à faire du télétravail compte tenu du fait que je prends un risque, moi, employeur, et qui est un risque pénal. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, généralement, les employeurs n'ont pas nécessairement envie d'être assez tolérants sur le sujet et plutôt d'être cadrés. Muriel, Olivier, qu'est-ce que vous faites comme type d'action, vous, justement, auprès de vos télétravailleurs? Vous faites passer un cabinet d'audit, vous avez un guide aussi, vous distribuez des formations. Qu'est-ce que vous faites, Olivier? On a fait un guide du télétravail en lien aussi avec la médecine du travail, enfin celle avec laquelle on est, avec qui on a travaillé pour organiser notamment des mini-formations par petits groupes pour expliquer un peu les bons gestes à avoir, le bon matériel et puis aussi voilà, de la communication aussi en interne. Après, sur le matériel en lui-même, vu que nous on est passé en mode très très light dans la façon de travailler. Tout notre matériel qu'on avait à disposition dans nos locaux, c'est-à-dire les chaises ergonomiques, les bureaux, les écrans, etc., on les a dispatchés aux collaborateurs qui en avaient le besoin, qui n'en avaient pas chez eux. Donc du coup, on a équipé un peu nos collaborateurs avec le matériel qu'on avait. Muriel, même question. Je sais que vous avez élaboré un guide du télétravailleur et aussi du manager qui doit voilà, manager des équipes qui sont en télétravail. Exactement. Donc, on a expliqué en même temps sur des séances de formation le guide du télétravailleur et du manager en télétravail. On a aussi donné des recommandations sur, tu parlais Lionel des installations électriques, tout ça, simplement en expliquant ne décuplez pas les prises multiples, entre autres. Oui. Pour tout ce qui était mobilier, ergonomie, de la même façon, on a mis à disposition du mobilier de l'entreprise que l'on prête aux collaborateurs pour s'installer au mieux chez eux, des chaises, des doubles écrans, enfin voilà. Oui. Oui. Question, je vois qu'Héloïse peut-être est en train de répondre à Nathalie, si le logement du salarié n'est pas conforme, qui doit prendre en charge les coûts de mise aux normes? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question parce qu'il faut déjà regarder qui est à l'origine de la demande du télétravail. Si c'est le salarié, l'employeur pourrait très bien dire, bien qu'en général, c'est quand même à lui d'en supporter le coût, mais il pourrait jouer en disant, si vous voulez télétravailler et que votre domicile n'est pas conforme, vous le mettez en conformité, je vous autoriserai à télétravailler. Bon, je n'exclus pas que certains employeurs puissent avoir ce discours. Il n'en demeure pas moins quand même que cette mise en conformité, elle est quand même imputable à l'employeur puisque c'est quand même son obligation de sécurité qui est en jeu. Et donc, en principe, ça devrait être l'employeur qui prendrait en charge ce coût-là. Oui. Allez, dernière petite question. Les obligations en termes d'assurance pour le collaborateur qui est en télétravail, qu'est-ce qu'il doit déclarer auprès de son assurance? Et puis, est-ce qu'on peut contrôler ses horaires? Alors, assurance habitation, vous devez absolument téléphoner à l'assurance civile et à l'assurance habitation pour déclarer qu'une partie de votre logement sert à votre emploi. À défaut, vous ne serez pas pris en charge en cas de difficulté. Et est-ce qu'il faut contrôler les horaires? Oui, il le faut. Donc, vous avez tout type de système qui peut se mettre en place. Qui peut être l'autodéclaration du salarié à la fin de chaque semaine, de chaque journée, mais chaque journée, c'est un peu lourd. Ou alors, une vérification des connexions, mais alors avec autorisation du salarié et déclaration à la CNIL. Donc, en général, on n'aime pas trop d'ailleurs ce type de procédé. Donc, il vaut mieux faire signer une feuille au salarié pour confirmer qu'il a bien réalisé ses 35, 39 heures. Après, il faut quand même rappeler que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur.
Et donc, il faut vérifier que le salarié, s'il a dépassé son temps de travail, l'employeur en était informé et l'a toléré. Donc oui, le sujet des horaires de travail, c'est le sujet le plus récurrent de tous les sujets qu'on a, nous, en avocat en droit du travail. C'est un vrai sujet. Ouais. Muriel, Franck, vous avez ces sujets-là aussi, Muriel? Non, pas vraiment en fait. Oui, on parle d'une surcharge de travail ou une intensification du travail, peut-être à domicile sur certains postes, sur certaines périodes aussi de l'activité. Mais non, on reste, comme disait Louise, sur le principe des heures à respecter. Sauf en effet quand c'est à la demande de l'employeur, la demande explicite de l'employeur. Mais c'est du déclaratif. Oui, tout à fait. Ouais. Olivier, pareil? Pareil, même réponse. Eh bien, parfait. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Héloïse. On reste ensemble, mais on a déjà fait un bon tour d'horizon de ces aspects réglementaires liés au travail à distance. Du coup, on va s'intéresser maintenant, dans la rubrique Oh My Job, aux documents uniques. Et notamment dans le contexte du travail hybride qui se développe, mais aussi des risques sanitaires. On rappelle rapidement peut-être, Héloïse, ce qu'est un document unique, qui est concerné, les principaux risques à identifier, le rôle des IRP, parce que d'ailleurs, il y a une petite jurisprudence, me semble-t-il, qui est tombée récemment sur ce sujet. Donc, rapidement, alors, ce qui est du document unique, Héloïse, on le rappelle, il s'agit de lister, c'est l'inventaire en fait de tous les risques identifiés pour chaque poste de travail, grosso modo, dans l'entreprise, c'est ça? Tout à fait, c'est une évaluation des risques professionnels. Ça s'appelle d'ailleurs le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ça permet d'identifier et d'anticiper les risques qui sont attachés à chaque poste pour pouvoir les maîtriser et éviter au mieux tout ce qui est accident du travail. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un accident du travail, en général, s'il y a conflit, que ce soit avec l'inspection du travail, le médecin du travail ou le conseil de prud'homme, c'est le premier document qu'on sort pour dire on avait fait le nécessaire pour éviter à ce que cette situation arrive, on n'a pas pu l'éviter. Et ça évite notamment les notions de faute inexcusable de l'employeur. Toutes les organisations sont concernées? Toutes les entreprises sont concernées, tout à fait. Il n'y a pas d'exception. C'est un document qui est plus ou moins connu en réalité en fonction du secteur d'activité. Nécessairement, dans tout ce qui va être bâtiment, le document unique d'évaluation des risques professionnels, peu de gens vont vous dire qu'ils ne connaissent pas, puisque c'est des fonctions à risque. Après, peut-être que, par exemple, chez Muriel, il y a moins de postes à risque, si ce n'est que dans la conception, parfois, il y en a. Mais c'est un document qui est essentiel parce qu'il est obligatoire dès le premier salarié. Et pour tout type de salariés, donc il faut faire une séparation selon le type de poste, qu'on soit, si on est nomade, si on ne l'est pas, si on est sédentaire, si on est force de vente, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, si on est évidemment dans une usine, j'imagine qu'il faut détailler tout ça. Est-ce qu'il faut aussi y indiquer des actions de prévention ou simplement les risques? Alors, en général, on y accompagne la prévention, mais c'est vraiment, sinon, le document lui-même, c'est les risques professionnels. Le sujet, c'est que la prévention, elle vient nécessairement intrinsèquement dans le document, puisque une fois que vous avez pointé le risque, vous dites quand même ce qui va être fait pour améliorer. Et la fois d'après, lorsque vous allez actualiser le document unique, vous allez nécessairement mettre les actions que vous avez faites et justifier des raisons pour lesquelles peut-être il y aura moins de risques sur le poste en question. Oui. Alors, vous avez de nouveau des questions qui vous sont posées dans la rubrique sondage, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à y répondre, notamment sur le document unique, si vous l'avez mis à jour et sur quoi aurait porté cette mise à jour. Quel rôle pour les IRP, tiens d'ailleurs, pour les institutions représentatives du personnel? Il y a une jurisprudence qui vient de tomber, qui est assez surprenante et qui vous dit que les IRP n'ont pas à être consultés de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui est quand même surprenant puisque le dialogue social qui porte sur tout ce qui est justement la sécurité, met normalement au cœur du débat les élus qui ont une fonction particulière. Alors pour les grosses boîtes, l'ancien CHSCT qui est devenu le CSE avec la commission qui est la CSSCT,
c'est surprenant de ne pas les consulter. Moi, j'aurais tendance à dire attention à ce type de jurisprudence parce que il faut les entraîner dans le débat en réalité, parce que le débat il va être constructif, ils vont avoir des idées, des remarques, des observations à faire sur le document, et surtout, ce serait leur enlever un rôle pas de co-responsabilité, puisque la responsabilité, elle n'est pas transférable chez eux, mais à tout du moins, si on veut montrer qu'on a fait le nécessaire, c'est quand même surprenant de ne pas mettre les élus dans la boucle. Alors du coup, avec le télétravail qui se développe, enfin un travail hybride, les risques pandémiques, est-ce qu'on est obligé de mettre à jour son document unique? Est-ce qu'il y a une obligation? Oui, il y a une obligation de le mettre à jour, mais plus une obligation de consulter les IRP. Mais l'obligation, elle existe. Elle existe d'autant plus que le gouvernement, pendant le Covid, avait quand même fait beaucoup d'interventions, alors pas télévisées, hein, mais beaucoup d'interventions dans le cadre de leurs circulaires, de leurs notes, de leurs informations, sur le fait que ce document-là devait être mis à jour des risques et annexé au document. D'accord. Il y a un délai particulier pour faire cette mise à jour? On a un certain délai ou on est libre? Oui, il n'y a jamais vraiment de délai, mais le plus tôt, c'est le mieux. Hein. Surtout quand, en confinement, on a tous été sur la première bataille un petit peu désarçonnés par tout ce qui se passait. C'était quand même la première priorité de toutes les entreprises, c'était de le mettre à jour. Muriel, oui. Eh oui. Muriel, du coup, voilà, question. Est-ce que ce document unique a été mis à jour? Et si oui, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Et qu'est-ce qui a été mis à jour d'ailleurs? Alors, nous, on met à jour déjà tous les ans, et tous les ans, on fait appel à un bureau de contrôle, simplement, pour nous accompagner et le rédiger. Ça nous permet, d'une part, d'être au fait de toutes les évolutions réglementaires, éventuellement, qui auraient pu nous échapper dans le cours de l'année. Et en effet, comme soulignait Héloïse, on apprécie de se faire accompagner des membres du CSE. Donc jusque-là, ça s'est fait. Et en effet, cette année, donc on l'a fait tout récemment, là, début juin, on a rajouté en effet le risque lié aux agents biologiques, comme on dit, aux agents pathogènes. Et on a mis en exergue en effet tous les protocoles et toutes les mesures qui ont été mises en place pour éviter au mieux ce risque professionnel. Donc, comme tu présentes sur la slide, ouais, c'est ça. Donc, il y a la source de tous les dangers. Ensuite, il y a des classes de dangers par source. Et ensuite, on évoque les différents environnements de travail, les différentes catégories de postes, on va dire. Donc, en effet, chez nous, chez Mattel, il y a, on va dire, un environnement général, puisque de toute façon, on est principalement dans du tertiaire. Il y a un risque un peu spécifique, pas au niveau des risques pathogènes, mais on va dire généraux, sur l'activité des services généraux avec un peu de manutention, des choses comme ça. Des activités support, donc vraiment les postes, on va dire, administratifs, pour la plupart, et enfin l'unité commerciale avec un profil de personnes qui sont amenées à être sur la route et à travailler davantage à distance. Voilà. D'accord. Donc on voit en orange, les couleurs, c'est les niveaux de risque, hein, en fait, c'est ça, hein, risque faible, moyen ou… Voilà, donc les risques sont évalués, on va dire, d'une part, donc comme on disait, la source, et puis après, chacun des risques va être évalué par sa gravité potentielle, sa fréquence aussi, bien sûr, du risque, et puis aussi, en contrepartie, les actions de prévention qui sont identifiées, qui seront mises en place ou qui sont déjà en place, justement, pour prévenir au mieux ces risques. Donc là, on voit que justement, ont été rajoutés les agents biologiques pathogènes, d'ailleurs avec un risque un peu plus fort que les autres, hein, identifiés. Et ça s'est marqué par quoi? Alors, d'abord, évidemment, vous avez tiré les leçons, j'imagine, de ce qui s'est passé là pendant ces mois traversés de crise sanitaire. Tout à fait. Alors déjà, pour dire si en effet le risque est resté en orange sur le risque pathogène, ça vient du fait que le bureau de contrôle estime qu'on ne peut pas le prévenir à quasi 100% et qu'il se refusait de le mettre en vert malgré toutes les mesures qu'on en avait pu mettre en place. Donc, quand on voit un petit peu toute
la slide que tu présentes avec toutes ce qu'ils appellent le constat de maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui a déjà pu être mis en place sur l'entreprise. Et puis la dernière colonne, préconisation, ben en effet, il ne préconise rien parce que d'après lui, on a déjà tout mis en place, ce qu'on pouvait faire pour prévenir ce risque. Mais cela dit, ce risque ayant pour l'instant une fréquence élevée, donc le risque résiduel reste, on va dire, en orange, existant. Ouais. Et vous avez tiré donc les leçons en termes de constat organisationnel. On voit que voilà, privilégier les réunions à distance, mise en place d'affichage clair sur les portes de réunion, portes sanitaires. Donc l'affichage, c'était très important. Un protocole spécifique pour les pauses, présence d'une consigne spécifique pour les salles de réunion, rangement de son espace de travail tous les jours dans les armoires et les placards. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Réorganisation des espaces pour gérer les flux. Et oui, c'était ça aussi, beaucoup. Ce qu'il a fallu faire, évidemment, garantir le principe de distanciation sociale. Et puis, vous avez des constats aussi individuels. Donc, vous avez séparé les aspects, on va dire, collectifs et puis les aspects individuels, notamment pour tout ce qui est nettoyage et désinfection, port du masque. Tout à fait. Donc déjà, on a mis en place un système de kits de nettoyage, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection personnelle, avec bien sûr distribution de masques, de mise à disposition de gel hydroalcoolique, et aussi dans des espaces, on va dire, communs. On a des lingettes désinfectantes à disposition avec à chaque fois un protocole en expliquant bien, ne serait-ce qu'au point reprographie, quelqu'un utilise le copieur et on lui demande de passer une lingette avant et après utilisation. Oui, et puis j'ai bien aimé aussi les points sur tout ce qui est aération, parce qu'en fait, on s'est aperçu, c'est pas forcément présent au début, des consignes, mais voilà, on s'est aperçu qu'il fallait faire attention, notamment au réglage de la clim. J'ai vu que c'était bien dans le document, là, bien spécifié, permettre le renouvellement continu de l'air. C'est aussi spécifié dans les constats collectifs. Voilà, l'aération des locaux au moins toutes les 3 heures, 15 minutes au moins toutes les 3 heures. Voilà. Tout a été bien spécifié. En dessous, vous avez de nouveau une section sur cette exposition donc aux agents biologiques pathogènes. Pourquoi de nouveau, qu'est-ce qui est différent? C'est parce qu'on est dans les espaces de restauration, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est juste pour remettre en exergue la partie restauration, donc dans ces espaces, et du coup des procédures un peu différentes puisque c'est pas sur la partie, on va dire, travail. Donc en mettant en effet au point, on parle aussi, ce qu'on peut souligner, c'est la mise en place de procédures de ménage bien spécifiques depuis la pandémie, avec des passages plus fréquents des agents de ménage qui insistent sur ce qu'on appelle les points contacts donc dans tous les espaces. Oui. Et par rapport à notre espace de restauration, donc on n'a pas un restaurant d'entreprise, on est une petite entité, mais en effet, pour l'instant, on a condamné les micro-ondes, le réfrigérateur, enfin voilà, des choses où les même collaborateurs… Le baby-foot, j'ai vu. Et le baby-foot aussi, c'est terrible. Oui, ouais. Là, vraiment, c'est pas drôle. Ouais, j'ai vu ça. Mais oui, évidemment, il faut prévoir tout ça, c'est bien de l'avoir inclus. Alors, on a l'impression que ça fait une liste à l'après-vert, c'est long, il y en a plusieurs pages comme ça. Donc, pour le restaurant, pareil, les constats organisationnels, les constats individuels, toujours les stocks, le gel hydroalcoolique, l'aération, et puis les constats collectifs aussi. Alors, là, il faut traiter le problème aussi spécifique des déchets sensibles, et puis des flux, j'imagine, le sens de circulation et puis la distanciation sociale. Donc tout ça a été bien spécifié. Et puis vous avez aussi une autre section, une dernière section que vous appelez se déplacer chez des clients. Donc là, voilà, on voit à peu près à qui ça s'adresse.
Tout à fait. Là, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, avec les différentes catégories de population au sein de l'entreprise. Bien évidemment, là, on s'adresse plus à nos vendeurs qui sont sur la route, qui visitent des magasins à longueur de journée, donc avec des recommandations. En effet, on leur déjà le kit de pays qu'on leur fournit est beaucoup plus conséquent, pour qu'ils puissent changer leur masque beaucoup plus fréquemment dans la journée, bien évidemment. Ils ont aussi des lingettes, des sacs plastiques pour entreposer leurs masques et lingettes souillés, si on peut dire. Et voilà, mais aussi on leur recommande, même à eux, même si leur métier de base c'est de visiter des magasins, d'essayer de faire un maximum de réunions quand même en télétravail à distance. D'accord, ok. Donc au global, on voit que c'est ce que nous expliquait Héloïse tout à l'heure, le document unique, et ce que tu nous disais Muriel, liste de toutes les sources et classes de danger que vous avez répertoriées. On les voit ici, donc liés aux équipements, aux outils de travail, aux ambiances de travail, aux agents chimiques, biologiques, aux installations électriques, explosions, rayonnement, déplacement, circulation. Est-ce que vous avez fait une mise à jour spécifique pour prendre en compte les situations de télétravail? Alors, le télétravail est en effet mentionné, puisque en effet, on le recommande dans le document unique. Et au-delà du guide du collaborateur, disons qu'on n'a rien intégré véritablement sur le télétravail dans le document unique. On a juste eu des recommandations du bureau de contrôle qui nous indiquait en effet que un collaborateur en télétravail a un accident de travail, eh bien en effet, il faut bien le déclarer en accident de travail. Je reviendrai pas sur ce qu'expliquait Héloïse aussi sur la conformité réglementaire au domicile du collaborateur, mais c'est aussi un autre point qui a été soulevé, mais qui n'a pas été rajouté spécifiquement dans notre document unique. Est-ce qu'il y a des obligations, Héloïse, ou des points de vigilance particulière rajoutés dans le document unique concernant les situations de télétravail? Non, je suis un peu d'avis de Muriel. Ça va être beaucoup de blabla, en fait, pardon pour le terme, mais à mettre dans le document unique. Maintenant, peut-être mettre que voilà, l'obligation, c'est quand même le certificat de conformité, et que s'il n'y a pas de certificat de conformité, on est sur un risque très élevé d'accident du travail et de conséquences derrière. Mais je n'ajouterai pas grand-chose en plus de ce sujet-là. Ok. Très bien. Merci beaucoup aussi, Muriel, d'avoir partagé ces documents. On voit qu'il y a aussi un guide de prévention du collaborateur qui est annexé, c'est ça? Tout à fait. Qui est annexé au document unique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Olivier, avant de passer à la rubrique, un mot aussi, toi, sur ton propre retour d'expérience. J'imagine que chez Good aussi, vous avez décidé de mettre à jour votre document unique. Oui, tout à fait. On venait de le terminer, on venait de le refaire entièrement au moment où on a décidé de finalement passer en full remote. Donc du coup, après qui peut plus, peut le moins. Mais disons qu'on revoit encore une fois en moins d'un an le document unique parce que changement de situation drastique. Là, on a rendu nos locaux, on est vraiment devenu très nomade. Donc, ça implique de nouveaux risques, des risques qu'on avait avant, qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, du coup, là, on est en pleine refonte, notamment toujours avec le soutien de notre médecine du travail qui est très engagé là-dessus. Donc, du coup, voilà, on est vraiment en plein travail. Il n'est pas fini, mais oui. Ça doit être particulier de faire son document unique dans un contexte où vous n'avez plus de vos propres locaux. D'ailleurs, au passage, puisque tu dis que vous êtes en full remote, mais vous avez quand même choisi de louer quelques espaces dans un espace de coworking. Donc là, j'imagine que vous êtes obligé de le prendre en compte dans votre document unique. Tout à fait. On a pris la décision de prendre un bureau privatif pour permettre aux collaborateurs, s'ils le souhaitent, de venir dans un espace professionnel, parce que ça, on a déjà parlé dans le webinaire, mais
On n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui sont très, très contents d'être en télétravail dans leur grande maison et puis d'autres qui le sont beaucoup moins dans leur petit appartement. Et donc, du coup, le but, c'est de proposer, c'est d'avoir la solution. Voilà. Tu n'as pas envie de travailler chez toi, il n'y a aucun problème. Tu peux venir travailler dans tel ou tel centre en fonction du réseau qu'on prend. Donc, ça implique de prendre en compte les risques aussi qu'il y a dans le centre coworking pour nos collaborateurs. Donc, c'est un travail un peu hybride entre le télétravail et puis un espace de coworking. Okay. Donc, un document unique un peu particulier à faire. Ouais. Je rappelle que vous avez des questions à la rubrique sondage. N'hésitez pas à nous dire si vous avez mis à jour votre document unique et sur quoi apporter la mise à jour. Comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce qu'il faut intégrer les éléments du document unique de l'opérateur de coworking? Comment ça se passe quand… oui, oui. En fait, il faut l'intégrer. En fait, nous, on fait notre document unique et on se base aussi, enfin, pour tout ce qui est télétravail, évidemment, on ne va pas demander au centre de coworking, mais pour tout ce qui est bureau privatif, espace, comment dire, ouvert à tous, les espaces de coworking, les espaces, ce qu'ils appellent les salons d'affaires, etc. Ouais. Ça, on s'appuie évidemment sur leur travail à eux, de documents uniques. Voilà, donc on l'intègre en fait au nôtre. Héloïse, on rappelle que même un espace de coworking, même s'il n'est pas l'employeur des personnes qui le reçoit, il doit avoir un document unique. Ah oui, tout à fait. Oui. L'espace de coworking, nous, on le voit comme un espace de coworking, mais c'est quand même une entreprise qui met à disposition des locaux. Donc, qui dit entreprise, dit document unique. Ok. Et dans son document unique, est-ce qu'il doit prévoir des choses concernant les salariés d'autres entreprises qui peuvent venir et qui le reçoivent? C'est pas tant le fait que ce soit les salariés d'autres entreprises, c'est vraiment axé sur les locaux. Donc, ça va être la conformité des locaux et effectivement, je pense, j'aurais tendance à dire qu'ils doivent prendre en considération quand même la nature de l'intervention des personnes qui le reçoivent. Mais en général, quand on fait du coworking, c'est derrière un ordinateur. Il n'y a pas de pelleteuse qui arrive pour s'entraîner dans un bureau. Donc, ça se passe quand même assez bien. Mais il peut y avoir quand même, en fonction de la personne qui va venir louer le local, des warnings particuliers en fonction de ce qu'ils exercent. Et oui, parce que s'il y a un problème sur un espace de coworking, le responsable, c'est l'employeur. L'espace de coworking, est-ce qu'il peut être appelé en responsabilité? En co-responsabilité, oui. Tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est l'employeur qui va appeler l'espace de coworking en co-responsabilité pour essayer de se défausser un petit peu en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Mais il y aura une co-responsabilité puisque de toute façon, l'obligation de sécurité de l'employeur, elle est quand même extrêmement forte. Il y a Olivier, tu en as discuté de ça avec l'espace de coworking sur lequel vous avez loué des espaces? Non, par contre, j'en ai discuté avec un expert du document unique et je lui expose. Enfin, on parlait justement de ce que disait Héloïse, des responsabilités. Et alors, c'est pas le cas dans mon centre, mais imaginons qu'il y a un escalier et ils n'ont pas mis de rampe. Ce qui n'est pas le cas, c'est un exemple. Est-ce que c'est à nous, locataires, d'installer une rampe dans l'escalier? Non, c'est au centre de coworking. Mais imaginons ils ne le font pas. Et c'est la discussion que j'ai eue avec cet expert. Il m'a dit, la seule chose que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de leur signaler, soit par mail, soit par courrier recommandé, etc., que vous avez identifié un risque, il n'y a pas de rampe dans l'escalier, que clairement les collaborateurs sont en danger et que vous le prévenez que c'est pas normal. Après, je ne sais pas ce que je pourrais dire, Héloïse, là-dessus. C'est intéressant comme exemple parce que en réalité, l'employeur, sa responsabilité, elle va être aggravée par le fait qu'il a été informé par le salarié du fait qu'il n'y a pas de rampe. Parce que j'imagine que toi, Olivier, tu n'es pas tout le temps dans tes centres de coworking. Donc, tu n'es pas… il faut voir l'obligation de sécurité, les fautes inexcusables, etc. par la connaissance du danger. La connaissance que l'employeur a face à la situation dans laquelle est placé le salarié. Donc, si le salarié a alerté l'employeur en disant il n'y a pas de rampe de sécurité et que l'employeur ne fait rien, il est clairement établi que, OK, le centre de coworking, il est responsable parce que c'est à lui de mettre
des locaux à disposition qui soient conformes. Mais l'employeur, lui, de par sa négligence, parce qu'il n'a pas actionné en fait les choses pour pouvoir à minima peut-être changer de site de coworking, va être également responsable vis-à-vis du salarié s'il y a un accident, puisque la faute inexcusable, c'est on savait qu'il y avait un problème, mais on n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour éviter que l'accident arrive. Or, si on est au courant qu'il n'y a pas de rampe, la responsabilité, c'est pour ça que je vous parle d'une co-responsabilité. On va pas être sur la même responsabilité. On va être sur le coworking, il va avoir une responsabilité peut-être contractuelle de deux contractants entreprises qui sont ensemble. Et l'employeur, il va avoir sa responsabilité d'employeur vis-à-vis du salarié. Et il va y avoir encore autre chose qui va être le salarié qui va avoir une responsabilité civile. Et donc voilà, il y a quand même trois jeux de responsabilité qui viennent se mettre dans l'exemple d'Olivier qui est quand même assez frappant. Mais dans ces trois responsabilités-là, l'employeur, il sera toujours appelé. Ça, c'est une certitude. Okay, très bien. Ouais. Non, il y a matière à discussion. Oui. Matière à discussion. Ok, merci beaucoup. Mais on va rester dans le coworking avec toi, Olivier, d'ailleurs, si tu le veux bien, parce que justement, on va profiter de ton expérience il y a quelques semaines, quelques mois, puisqu'on le rappelle, vous avez décidé d'abandonner vos locaux pour passer ce qu'on appelle en full remote, donc tout le monde à distance, mais néanmoins, comme tu l'expliquais, vous avez quand même souhaité garder, pour ceux qui le souhaitent, puis on peut toujours en avoir besoin, quelques espaces dans un espace de coworking. Alors justement, ce qui est intéressant de voir avec toi, c'est un petit peu les critères à prendre en compte quand on a ce travail à faire de choix, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opérateurs sur le marché. Comment on démarre? Par quoi on doit commencer, Olivier? Comme pour beaucoup de sujets, en se posant les bonnes questions. Déjà, savoir pourquoi on le fait. Faut vraiment bien comprendre ce qu'est le coworking. Il faut savoir donc qu'est-ce qui motive l'entreprise à passer le pas. Bien identifier aussi les besoins et surtout les besoins de ses collaborateurs. Est-ce qu'un centre de coworking va vraiment répondre? Est-ce que c'est la solution? Ça, c'est un peu au préalable quand on construit un peu quand on construit son idée de s'intéresser à ce mode d'organisation de travail. Donc, tu me disais, savoir pourquoi on fait ce choix, comprendre l'offre et le marché. Donc, savoir, comprendre l'offre et le marché, c'est-à-dire qui y a sur le marché, qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont les différents concurrents. Il y a différentes gammes, différents prestataires qui vont de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme. Il y a un choix vraiment assez intéressant pour le coup, parce que là, pour le coup, on a vraiment le choix. Donc, il faut bien regarder tout ça pour partir sur quelque chose qui corresponde bien aux attentes. Ok. Alors, du coup, quels sont justement les points que tu as découverts et qu'il faut retenir quand on démarre ces recherches-là? Faut partir du principe, comme j'ai dit, qu'ils sont tous différents. Entre ceux où je suis allé travailler et ceux que j'ai visités, je pense que j'en ai vu une bonne vingtaine. Ouais. Et ils sont tous différents de par leur population, de par leur structure, de par leur organisation, leur service, de par leur déco. Il y en a, c'est vraiment tout un univers qui a été construit. Donc, faut vraiment partir du principe qu'ils sont tous différents. Ils ne répondent pas tous aux mêmes attentes. Tout simplement parce qu'ils ne proposent pas tous les mêmes services. Ils ne sont pas tous en grand open space où tout le monde travaille autour de grands plateaux. Non, il y a des fois, ça ressemble plus à des centres d'affaires avec que des petits bureaux. C'est pour ça que je conseille vraiment d'en visiter plusieurs. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à un en pensant que ça y est, ils ont compris ce que c'était le coworking et que ça y est, ils avaient fait le tour du sujet. Non, je vous conseille honnêtement d'en visiter au moins 3. Et si possible, de différents opérateurs pour vraiment se rendre compte des différences, parce qu'il y en a vraiment. Et il faut aussi se rendre compte, ça c'est un point très important, c'est que le coworking, c'est une autre méthode d'organisation de travail. Si vous pensez aller dans un coworking en travaillant exactement de la même manière que lorsque vous avez des locaux à vous, ça marche pas vraiment. C'est un peu comme le même exemple
qu'un appartement où on vit tout seul et en colocation avec 5 personnes. C'est pas du tout la même dynamique, la même façon de penser, la même façon d'interagir. Et un centre de coworking, il n'y a pas que vous. Les règles sont fixées par d'autres, les obligations aussi, le rythme, les horaires, la sécurité. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Et donc, certes, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients et il faut vraiment prendre ça en compte parce que je discutais de ça avec un directeur de centre de coworking qui me disait qu'il y a des entreprises qui se posaient pas ces questions-là, qui débarquaient et puis petit à petit qui découvraient qu'en fait, oui, les locaux, ils n'ont pas la priorité sur les salles de réunion forcément, ils sont clients comme tout le monde et donc forcément, ça... C'est pas la même chose. On sent que c'est du vécu. On sent que c'est du vécu, qu'il y a un retour d'expérience là. Oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, il faut s'organiser et il faut bien communiquer cette évolution, cette transformation un peu dans le fonctionnement aux collaborateurs en leur disant, là où vous aviez l'habitude d'arriver chez vous et de dire, rendez-vous dans 2 heures, on prend la salle de réunion. Là, non, c'est pas possible. Il faut s'inscrire, il faut s'y prendre bien en amont. Oui, voilà. Donc, c'est pas du tout les mêmes dynamiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les besoins de ses collaborateurs pour ensuite, après, se dire, OK, est-ce que cette méthode d'organisation nous convient? Oui. Il y a aussi les annulations qui sont énervantes quand on est en coworking. C'est parce qu'on vous fait réserver des salles ou des bureaux, etc. Et puis, on ne vient pas au dernier moment, mais tu payes quand même quand c'est comme ça. Oui. Ça, on va en parler juste après dans le point d'après. Mais oui, ça fait partie des petites dépenses. Alors, d'abord, il y a quelques critères à prendre en compte. Pour choisir un centre de coworking, selon mon expérience, après, d'autres personnes peuvent mettre d'autres critères, mais le plus important, et ça, c'est en fonction des besoins, évidemment, c'est le réseau que propose le centre de coworking. Un centre de coworking, c'est bien, on vient, on part, c'est assez flexible, on peut aller profiter de différents espaces. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que cette entreprise possède d'autres succursales ailleurs? Est-ce qu'ils ont des succursales à Paris, en France, dans le monde? Si nos collaborateurs voyagent constamment, ça peut être très intéressant. Donc ça, pour moi, c'est un critère aussi à prendre en compte. Évidemment, à prendre avec les besoins des collaborateurs. Les services et les prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'entrée de gamme jusqu'à du très haut de gamme. Et concrètement, les prix, évidemment, vont du simple au triple, voire au quadruple. Donc là aussi, c'est vraiment à prendre en compte. Sur le papier, ils proposent globalement tous la même chose. Quand on va en détail, quand on regarde les prix, etc., on voit que des fois, ça va de tout à rien. Et après, sur les méthodes de fonctionnement, j'avais mis les salles de réunion et des réservations. C'est vrai que chaque entreprise de coworking a sa sauce pour driver et gérer tout ce qui est salle de réunion, parce que quand on travaille, on fait des réunions. Donc, il y a des règles différentes. Ça aussi, il faut regarder. Les conditions de résiliation du contrat. C'est vrai que, alors ça c'est pas notre cas, mais je parlais toujours à ce directeur de centre qui m'expliquait qu'il y a des entreprises qui ne lisaient pas correctement leur contrat, qui ne lisaient pas les clauses et les conditions de résiliation, et qui, parce que se disent ah bah tiens c'est un centre de coworking, c'est flexible, je vais les prévenir 3 semaines avant que je m'en vais, et puis voilà. Puis non, il leur dit bah non, vous avez un préavis de 3 mois. Et oui. Ah bon, mais attendez, mais nous, on a pris des locaux à nous, un bail classique de 3 ans, on commence dans 3 semaines. Ah bah, tant mieux pour vous, mais vous avez un préavis de 3 mois, c'est marqué. Voilà. Et il y en a beaucoup qui font, qui checkent pas toutes les modalités. Et puis aussi sur l'accès. L'accès au centre pour les collaborateurs, en fonction des services que vous prenez et des centres dans lesquels vous allez, les accès, les plages horaires, la façon d'accéder n'est pas la même. Donc, ça aussi, ça dépend de vos besoins de vos collaborateurs. Mais en tout cas, intéressez-vous à ce détail parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a pris le centre et qu'on se rend compte que finalement, les collaborateurs ne peuvent venir que de telle heure à telle heure, en fonction évidemment des abonnements et des services que vous avez sélectionnés, ça peut des fois être problématique. Alors du coup, après avoir fait ce travail auprès d'une vingtaine, quand même, tu as visité, c'est ça, une vingtaine. J'ai travaillé dans différents centres, mais après, tout, pour ma recherche, j'en ai visité entre 12 et 15, une toute petite quinzaine. Qu'est-ce que tu as retenu sur les pièges, justement, à éviter?
Alors, j'avais mis les coûts cachés. Après, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu… on l'entend beaucoup. Comme si c'était intentionnel. Non, mais on entend beaucoup s'agissant des espaces de coworking. C'est plus des mauvaises surprises. Par exemple, vous décidez de partir au bout d'un mois. Vous allez vous prendre, en fonction des centres, peut-être 400, 500 euros de frais de rénovation de bureau. Alors que le bureau est neuf, vous avez juste posé votre ordinateur et vous êtes parti. Bon, tout ça, c'est des choses, évidemment, il s'est marqué dans le contrat, mais c'est des choses qui sont assez surprenantes. Sur les annulations aussi, tu parlais d'annulation. Il faut savoir que, par exemple, dans le centre où je suis actuellement, depuis très récemment, ils ont changé leurs règles. Donc là aussi, je reviens à la problématique qu'on ne peut pas gérer les règles qui sont imposées. À partir de maintenant, si tu réserves une salle de réunion, par exemple une journée entière, une très grande salle, on va dire 15 personnes, ça va te coûter 500 euros. Peut-être, c'est un exemple. Ça va te coûter 500 euros. Et que tu l'annules 6 jours avant, ce qui est pas mal, 6 jours avant, eh ben, tu payes quand même. Wow. Parce que maintenant, c'est 7 jours minimum. C'est 7 jours minimum pour annuler, sinon, c'est plein tarif. Donc, imaginons, tu es une entreprise, tu as 5, 6, 10 collaborateurs qui organisent des réunions, qui annulent, qui reportent, qui machin, qui truc. Mais à la fin, tu te retrouves avec une note de 2 000 – 3 000 euros facile en plus, juste sur ce sujet-là. Alors, pour une très, très grosse entreprise, peut-être que c'est invisible, mais pour une petite entreprise de peut-être 30, 40 personnes, oui, à la fin, ça commence à chiffrer. Ah ouais. Donc, tout ça, c'est des petits pièges, c'est des fonctionnements. Les services additionnels également, le prix des copies, le prix des cafés, le prix de… Toutes ces choses-là rajoutées au fur et à mesure, plus l'annulation des salles, plus ceci, plus cela, à la fin d'un petit forfait pour un espace, tu peux avoir le double en prix de frais additionnels. Donc voilà. Et puis le dernier conseil que j'ai à donner, c'est aussi ne pas y rester trop longtemps. Un centre de coworking, faut toujours se poser la question du pourquoi. Généralement, c'est une transition. Soit sur des entreprises qui sont en train de se lancer, qui savent pas trop encore, donc voilà, ils veulent jouer la flexibilité, ils ont raison. Soit une entreprise en transition. Mais il est clair que ça coûte quand même cher et que si on y reste trop longtemps, au final, ça va coûter plus cher que si l'entreprise avait pris un bail 369. C'est un peu le même principe qu'une voiture de location. C'est-à-dire que si tu loues une voiture de location 3 semaines, ça va te coûter 1 500 euros. Mais si tu décides finalement de la garder 4 mois, tu vas payer le prix de la voiture neuve si tu l'avais achetée. C'est un peu le même principe en fait. Donc, il ne faut pas y rester trop longtemps. Ok, compris. Eh bien, merci beaucoup. Olivier, pour toutes ces infos et ce retour d'expérience sur les espaces de coworking. Voilà. Et bon, t'as pas donné de fourchette de prix, hein. J'ai vu que. Ah non, alors oui, parce que les prix fluctuent. C'est vrai que au moment du Covid, où toutes les entreprises étaient en télétravail, il y avait des prix très intéressants. Là, ça commence à repartir. Je vois que sur certaines choses, il y a déjà eu 200, 300 euros de prix sur les offres. Donc les prix fluctuent, ils s'adaptent, c'est vraiment l'offre et la demande. Donc, j'ai pas voulu donner de prix vraiment fixe, mais le dernier détail que j'ai à donner, c'est que il ne faut pas penser forcément en termes de mètres carrés. Souvent, on me pose la question, c'est combien le prix au mètre carré pour un bureau en coworking? Il fonctionne pas comme ça, il fonctionne au nombre de places. Il fonctionne au nombre de bureaux. Parce qu'en fait, ils savent très bien que les collaborateurs vont bouger à droite, à gauche dans les espaces nomades. Donc, c'est une méthode de calcul différente. Ouais. Avant de terminer, tiens, à nos participants là, qui nous écoutent, dites-moi quels sont vos 3 principaux critères de choix concernant les espaces de coworking, les vôtres, parce que du coup, dans la rubrique sondage, là, il y a une question là-dessus. Est-ce que c'est la localisation, le coût, les services, l'ambiance, la déco et l'aménagement? On en a parlé, voilà, les aspects bien-être et confort, ou les aspects santé-sécurité, ou encore les équipements, hein, c'est vrai que les salles de réunion, amphi, les espaces silence, ça peut être sympa aussi. Ouais, n'hésitez pas à partager avec nous vos 3 choix principaux concernant les espaces de coworking. En tout cas, merci beaucoup Olivier.
d'avoir partagé cette expérience sur les espaces de coworking. Merci beaucoup aussi Muriel et Héloïse de votre participation, plein d'infos, voilà, du document unique, du travail à distance, la participation des IRP ou pas à l'évolution, à la mise à jour et à l'élaboration du document unique. Et puis les déménagements, et puis ceux qui n'ont pas envie de revenir au bureau. Enfin voilà, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui. Merci en tout cas à la fois de vos témoignages et puis de votre participation. À vous tous aussi qui nous écoutez et qui nous avez suivis, merci beaucoup de votre présence. Merci aussi de votre participation à travers le chat et les rubriques sondages. On vous souhaite à tous un très bel été. Vous voyez, il est enfin l'heure de mettre du soleil dans nos vies et puis d'ôter le masque. On espère que tout ça va aller de mieux en mieux. Merci Héloïse, merci Muriel, merci Olivier. Merci Lionel. Voilà, je vous souhaite à vous aussi un très bel été. Merci également à Caroline, à Clémentine, grâce à qui cette session a pu se tenir. Très bel été, bonne fin de journée et vive le club OM, le club des Office Managers de l'ARSEG. Voilà, on lâche rien. À très bientôt. Au revoir. Salut.